Les opérateurs français qui se font une place à l'international. Donc Sinatou Saka va animer cette table ronde avec Romain Bessy, CEO chez Newen, et Véronique Morali, CEO chez Webedia. Sinata, c'est à toi, tu as jusqu'à 15h10, entre 15h10 et 15h15. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Sinatou Saka, donc journaliste à Radio France Internationale. Je suis ravie de me retrouver ici avec deux invités de choix. Industrie de luxe, services, technologie et médias, le Made in France a bonne presse. Les exemples des enseignes françaises qui se sont fait un nom à l'international abondent. Il faut dire que les entreprises françaises ont une forte culture d'expansion à l'étranger. Et selon France Digital, les startups françaises, par exemple, réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'international. Et ces entreprises, aujourd'hui, pensent de plus en plus global, et ce, dès leur création. Avec nous, aujourd'hui, pour parler d'international, deux opérateurs français qui tentent de conquérir des marchés en dehors de la France. Bonjour, Romain Bessy. Vous êtes président, directeur général de Newen, filiale du groupe TF1 et l'un des leaders de la production, de la distribution audiovisuelle et cinématographique en Europe. La série à succès Demain nous appartient, par exemple, c'est vous. Merci d'être avec nous. Merci. Ensuite, j'ai l'honneur de présenter Madame Véronique Morali, présidente du directoire de Webedia, une société médiathèque qui est l'un des acteurs mondiaux majeurs du divertissement en ligne. Vous êtes présent dans plus de 20 pays. Webedia rassemble plus de 270 millions de visiteurs uniques mensuels dans le monde. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, en France, vous possédez notamment les sites Allociné, Pure Média ou encore Terra Femina. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors pour commencer, je vais poser ma première question à vous, Monsieur Romain Bessy. Vous faites 50% de votre chiffre d'affaires à l'international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez décidé de sortir de la France finalement? Alors, on l'a fait, ça fait 4 ans. Enfin, on a commencé, ça fait 4 ans. Et c'était à la fois une nécessité, mais aussi une opportunité et une envie. Alors, nécessité parce que dans un monde de globalisation de la culture, il était difficile de n'être que français. C'est un marché qui a une taille qui est forcément limitée par la population. Et donc, on avait un besoin à ce moment-là. C'était le moment à peu près où le groupe TF1 a racheté le groupe Newen. De nous diversifier. On était un peu monoproduit, monoterritoire, monogenre, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de fiction essentiellement pour le service public. On avait un besoin de diversifier nos sources de revenus. Et puis après, l'opportunité, c'est aussi la culture européenne, ça veut dire quelque chose. Elle s'exporte, ça a été un peu développé aussi par les plateformes qui ont contribué à son expansion. Et nous, on se disait que voilà, il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de talents en Europe et qu'il y avait un intérêt à atteindre cet échelon européen pour diversifier nos sources d'histoire, coproduire des projets, donc gagner en taille, gagner en solidité et en opportunité. Et puis l'envie, c'est simplement c'est vrai que quand on est au centre de l'Europe en tant que Français, techniquement, enfin géographiquement en tout cas, qu'il y a un respect pour la culture française partout dans le monde. C'était une des voies d'expansion, on va dire, du soft power français, même si ce n'était pas formulé comme ça. Et du coup, ça facilite aussi notre développement. Et on sentait qu'il y avait ce désir de créer des contenus, pas seulement dans un environnement anglo-saxon. Et voilà. Donc, nécessité, envie, opportunité, tout ça. On va parler un peu plus tard de contenu plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment vous avez réussi à vous exporter? Comment cela s'est fait, la démarche? Alors, la démarche, elle est à partir du moment où on veut créer des contenus ambitieux, ça devient extrêmement difficile de toute façon de les faire uniquement à partir de France. Je prends un exemple, on fait une très grosse fiction pour Apple, qui est une coproduction entre une nano-société anglaise et une nano-société française. Bon, ce projet-là, en fait, il avait besoin de ces deux jambes-là. Et en fait, c'est par ces liens entre ces deux créateurs qu'on arrive à cette opportunité-là. Donc, en fait, nous, ça s'est fait par des relations. C'est-à-dire qu'on a un peu cross-fertilisé un peu les relations, les expériences passées des uns des autres, pour éviter que ce soit une forme d'accumulation de sociétés sans lien. Donc voilà, ce sont des créateurs dans différents pays, on les a rencontrés parce qu'on les connaissait déjà un peu, et on a commencé à travailler ensemble, et puis finalement, de fil en aiguille, on a fini par les héberger dans notre famille.
Donc chercher des créateurs sur les marchés qui nous intéressent. Madame Véronique Morali, comment s'opère le choix des pays prioritaires? Je crois que vous êtes présent en Espagne, en Allemagne et même au Brésil. Quelles sont les opportunités finalement dans ces pays-là pour vous? Je vais bien sûr répondre. Je voudrais dire tout de suite que pour nous, la question ne s'est même pas posée d'aller ou non à l'international. C'est un ADN qui, par construction, est celui de notre actionnaire majoritaire, Fimalac. La mission qui nous a été assignée à Cédric Siré, avec qui je co-dirige Webedia, et à moi-même, c'était tout de suite d'être à la conquête de l'international. D'abord parce qu'on est un média digital native à l'origine, et que dans l'entertainment, dans le divertissement, et que potentiellement nos clients, nos audiences sont partout dans le monde. Donc on avait cet ADN assez vertueux, parce que c'est une caisse de compensation par risque et par pays que de creuser son sillon de développement et de déploiement économique. Et après, pour répondre à votre question sur le choix des pays prioritaires, on était bien sûr en France et on est allé là où, en premier lieu, la concurrence la plus frontale n'était pas. Autrement dit, on a évité au début, parce que c'est quand même, il faut le rappeler, assez coûteux et périlleux, il faut quand même faire extrêmement attention sur le déploiement international, d'aller là où on aurait eu des coûts marketing, un prix de conquête trop élevé et trop incertain face à des concurrents déjà bien établis. Donc on a, dans un premier temps, évité les États-Unis, où évidemment ils sont les plus forts du monde sur tout ce qui est le média, le digital, entertainment en ligne. On n'est pas non plus allé en Asie parce que c'était trop loin et qu'on ne pouvait pas monitorer ni les coûts ni les équipes. Encore une fois, c'est important, et je crois qu'en tant qu'opérateur, on le sait, c'est important d'avoir des équipes sur lesquelles on peut s'appuyer, qui comprennent notre business model et qui peuvent le déployer, l'implanter et le déployer. Donc, très naturellement, comme on était en France, on a choisi les pays limitrophes et européens, l'Allemagne, l'Espagne, parce que ça ouvrait la voie au LATAM, dans lequel on s'est implanté par la suite. Le Brésil, c'était une opportunité parce qu'on avait un de nos collaborateurs de Webedia qui souhaitait partir au Brésil. On lui a dit, bah écoute, tant qu'à partir au Brésil, pourquoi tu ne nous ouvres pas Webedia? Donc on avait un opérateur de confiance qui plus est connaissait déjà l'ADN de Webedia. Donc le LATAM, le Brésil, on maille nos territoires géographiques, l'Europe, de l'Allemagne on est allé en Pologne, en Europe de l'Est, et le Middle East, qui est une autre zone de conquête, là aussi où il faut être très prudent, où on a racheté, parce que chez nous, l'internationalisation, elle s'est faite par croissance externe. On a acheté des sites qui étaient tous leaders dans nos verticales. Vous avez mentionné le cinéma, mais aussi le e-sport, les jeux vidéo, la cuisine, etc., etc. Et le Middle East, on a pu acquérir une société en Arabie Saoudite et à Dubaï, à partir de laquelle on a essaimé. Et les États-Unis sont venus ensuite, avec toutes les limites et les contraintes qui sont assorties à la conquête aux États-Unis. Donc vous fonctionnez beaucoup par acquisition finalement. Et par croissance externe en même temps. L'un ne va pas sans l'autre dans notre modèle, c'est 50 et 50. J'aimerais qu'on parle un peu de contenu, Monsieur Romain. Quelles sont les thématiques ou en tout cas types de produits qui cartonnent en France et qui cartonnent aussi à l'étranger? Alors, si on m'appelle la partie humour, ce qui cartonne en France et ce qui cartonne dans les différents pays, en fait, peut marcher à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a, c'est même devenu une condition importante. Pendant un certain temps, les gens sont concentrés sur essayer de faire des choses qui font fonctionner à l'international. Non, finalement, la meilleure façon pour que ça marche à l'international, c'est que ça marche chez soi. Et que c'est cette authenticité-là. Donc c'est systématique. Quand ça marche en France, non, ça marche. Non, c'est pas systématique, mais c'est une condition sine qua non. Et sauf qu'on arrive sur des genres évidemment très localisés. Comme l'humour est un genre qui, par définition, voyage moins bien. Mais on avait l'exemple, alors c'est pas nous qui l'avons produit, mais on l'a distribué, d'HPI par exemple, cette série qui a extrêmement bien marché sur TF1. En fait, on l'a vendue telle qu'elle à la RAI, elle a très bien marché, etc. Et puis après, l'idée étant forte, on a vendu l'idée d'un remake, donc une adaptation américaine pour ABC de la même série. Donc
Il n'y a pas de formule miracle, parce que d'ailleurs, s'il y en avait une, je serais ravi, on la garderait dans un coffre bien planqué. Mais il y a, voilà, le succès local, en fait, il permet de voyager, parce que c'est ça qui lui donne son authenticité et sa différence. Est-ce qu'il y a des vases communicants, c'est-à-dire est-ce que par exemple l'international influence les choix de production en France? C'est une question pour vous deux. En fait, moi, comme Romain, je dirais que ce qui marche bien dans un pays est un bon socle de départ. Nous aussi, on a de la production, un peu comme Newen, par une de nos filiales qui s'appelle Éléphant. Et Éléphant a commencé à vendre aux plateformes, était purement une société de production qui vendait aux médias traditionnels français, les télés notamment, avec le 7 à 8 par exemple, qui est une de leurs émissions emblématiques, et a commencé par rachat de petites sociétés et aussi par leur propre dynamique à vendre aux plateformes. Donc des programmes comme à Netflix, comme Balle perdue, qui est en tête de toutes les ventes de Netflix, le 1 puis le 2 aujourd'hui, ou Sous emprise, qui est un autre programme français qui est diffusé et traduit par Netflix dans les langues. Donc le fait de passer par des plateformes est aussi une garantie du succès. Parce que si une des plateformes comme Prime, comme Netflix ou comme Disney achète un programme, c'est son intérêt en premier que de le diffuser et de l'exporter et d'en faire la visibilité la plus grande possible à l'international. Mais on a aussi des productions purement locales et qui marchent aussi très bien. On a beaucoup d'influenceurs chez nous, chez Webedia. Une des parties de tout ce qui est assez vibrant chez Webedia, c'est autour de l'influence, de la creators economy. Et on a un programme avec un des influenceurs les plus connus en Espagne autour de El Rubius, qui a 30 millions d'abonnés sur sa chaîne et qui est diffusé et qui est extrêmement exporté. Donc, ce n'est pas vraiment des vases communicants, mais c'est là aussi un ADN qui fait que progressivement, tous ceux qui achètent les programmes les propagent. D'ailleurs, aujourd'hui, on se définit nous-mêmes comme producteurs et distributeurs de contenu en France et à l'international, parce que ça fait partie des recettes de succès qu'on n'a pas mis dans un coffre, mais voilà, qu'on essaye de cultiver nous aussi. C'est intéressant de parler de distribution. Justement, j'allais vous demander comment vous vous positionnez par rapport aux plateformes, parce qu'elles sont de plus en plus puissantes aujourd'hui. Alors, je vais d'abord, prendre ma partie la question précédente. L'international et le local, tout ça s'alimente et il y a un intérêt parce qu'il n'y a pas qu'une façon de raconter une histoire et c'est pour ça que nous on a la chance d'être sur 11 territoires et notamment tous les grands pays d'Europe quasiment. Et sur ces territoires, on est produit de la fiction, du magazine, du documentaire, du cinéma, de l'animation, enfin tous les genres audiovisuels et cinématographiques qui soient. Et ce qu'on essaie de faire assez régulièrement, c'est de réunir l'ensemble de nos producteurs sur une thématique donnée, par exemple les producteurs de fiction, pour qu'ils réfléchissent ensemble, de par leur affinité créative, à des projets auxquels ils pourraient donner certaine ampleur en les produisant ensemble. Et c'est comme ça que les différents pays s'influencent, surtout qu'aujourd'hui, il y a une grande ouverture là-dessus. C'est-à-dire que le schéma audiovisuel de ça fait quelques années, c'était les grandes chaînes faisaient de la fiction française, de la fiction américaine, et c'était tout. La fiction américaine a plus ou moins disparu des chaînes de télé françaises parce qu'elle a été préemptée par les plateformes et par la plupart des majors qui ont lancé leur propre plateforme. Donc les chaînes de télé locales, les TF1 de tous les pays, ont été obligées de se tourner vers d'autres types de contenus, notamment la fiction européenne, sur lesquels ils venaient en complément de financement, donc moins cher, mais qui répondaient à certaines attentes. Et là, ça a ouvert pas mal de choses. Et on voit bien que du coup, ça permet à des producteurs des différents pays d'être confrontés aux œuvres des différents pays. Donc c'est bien, cette globalisation du marché, elle a ouvert le monde à la fiction française, allemande, espagnole, etc. Elle a aussi ouvert nos consommateurs à la fiction coréenne, japonaise, etc. Donc tout ça, ça fait évoluer le goût des téléspectateurs, de l'audience, et qui du coup nous fait évoluer aussi. Donc ça c'était pour la partie de la réponse. Et de l'autre c'était la distribution, les plateformes. Alors c'est vrai que nous on a deux métiers. Enfin, on a le métier de producteur. Et donc là, le producteur, il a quatre types de clients. Les chaînes de télé classiques, dont les TF1 ou autres, qui va apporter une partie du financement pour pouvoir diffuser sur leurs antennes. Les services publics, qui sont... alors on parle beaucoup de plateformes, mais il faut oublier que les services publics en Europe financent plus de 40% de la fiction. Donc service public, c'est France Télévisions. En fait,
on peut parler d'Amazon, de Netflix, etc. Mais en fait, en réalité, il n'y a rien de plus important que France Télévisions en France pour la culture et la production du visuel. Ensuite, en termes d'apport, vous voulez dire? En termes d'apport, sur 1,2 milliard on va dire, d'investissement dans les œuvres originales françaises chaque année, il doit y en avoir 350, 400 qui viennent de France Télévisions. Donc ça, c'est très important. Après, il y a les télévisions payantes comme Canal+, comme Sky, etc., qui ont une dimension soit locale, soit pluriterritoire. Et puis après, il y a les plateformes qui sont toutes les 4 ou 5 dans des situations très différentes. Celles qui ont commencé en 2012 comme Netflix, celles qui sont arrivées plus tard comme Apple ou Disney. Donc certaines sont en conquête, certaines sont en rétention. Donc ça, c'est des modèles qui évoluent beaucoup. Alors en France, on l'a organisé réglementairement, puisque chacun de ses clients a des obligations d'investissement dans les œuvres audiovisuelles, qui est un pourcentage de son chiffre d'affaires, avec des définitions de droits, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas devenu un client comme un autre, mais c'est rentré dans un écosystème assez naturel. La seule différence, c'est qu'eux vont prendre des droits plus larges que les acteurs classiques parce qu'ils vont valoriser le programme, enfin l'utiliser à l'international. Donc en fait, aujourd'hui, on travaille finalement presque de la même façon avec un France Télévisions qu'avec un Netflix, même si ce n'est pas forcément les mêmes contenus. Et après, on a un deuxième métier qui est distributeur. Distributeur, en fait, il va vendre le produit fini, c'est-à-dire la série une fois qu'elle a été financée et qu'elle a été tournée. Et là, c'est un autre moyen de réaborder le marché, non seulement international, mais aussi celui des plateformes, pour avoir une deuxième voie d'exportation. Donc Netflix, c'est un partenaire, quoi, c'est pas un concurrent. Alors, il faut quand même... c'est un positionnement de négociation avec Netflix, parce que vous connaissez le fameux adage, avec les plateformes et en particulier avec Netflix, il y a cette discussion autour des droits. Et ils veulent des droits pour l'éternité et dans tout l'univers. Hein, c'est bien ça quand même qu'on pose au départ quand on discute avec Netflix. Donc il faut quand même être prêt à discuter, même si aujourd'hui ils sont plus ouverts à ce qu'on garde des droits de seconde diffusion quand ils font appel à nous pour une deuxième production dans la suite 2, etc. Ça s'ouvre. Il y a quand même une rupture d'égalité extrêmement forte. C'est un peu le prix à payer pour figurer comme partenaire, ou en tous les cas de Netflix ou d'autres. C'est le prix à payer de cette visibilité internationale et c'est presque un label aujourd'hui. Donc ça doit être posé. Et donc oui, on essaye tous de travailler, de vendre des programmes, mais pas que. Je crois que personne n'aurait envie de n'être présent que sur des plateformes. Il y a toutes les chaînes nationales et nous, on est digitaux, donc on n'oublie pas d'où on vient. Et on a nos sites, on a les réseaux sociaux et donc il faut aussi qu'on soit présent là. Et donc c'est une déclinaison un peu multiformat et multi-pays qu'on opère. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête. C'est un des éléments de la mosaïque de la présence à l'international. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, en fait, juste parce que comme il y a eu la mise en œuvre des décrets SMAD en Europe, en fait, qui conduisait à appliquer la réglementation de chacun des pays pour les plateformes, quel que soit l'endroit d'où elles opèrent. C'est-à-dire qu'en fait, de dire qu'un consommateur français qui regarde Netflix, eh ben Netflix, quand on lui apporte des contenus, doit être soumise aux obligations françaises. De même que un Allemand en Allemagne, etc., etc. Ça a conduit plusieurs pays, dont la France, mais aussi l'Italie, puis il y en a d'autres qui œuvrent là-dessus, à définir, donc discuter le cadre réglementaire. Et du coup, cette position, elle a un peu évolué, parce que maintenant, 70% de l'obligation d'investissement de Netflix, elle doit être dans un cadre de droit dit indépendant. C'est-à-dire qui encadre la durée d'exploitation chez Netflix et permet au droit de revenir au producteur. Alors, il en reste toute la partie qui n'est pas faite, mais c'est un premier pas. C'est l'avantage en fait dans des pays qui ont une certaine taille et une certaine capacité de réglementation, des marchés qui peuvent un petit peu encadrer ces plateformes. Ce qu'on oublie souvent, c'est que finalement ces grosses plateformes américaines, elles ont une assise énorme aux États-Unis, mais quand je fais le compte par exemple des territoires sur lesquels nous on opère, on a autant d'habitants que les États-Unis. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. Nous, sur nos territoires, on en a 350 millions. Donc, on commence à avoir une capacité pour peser vis-à-vis de ces plateformes. Et c'est vrai que pour ça, il vaut mieux soi-même avoir une certaine taille et puis être capable de dire non aussi. Et ça, beaucoup de producteurs indépendants ne peuvent pas se permettre. C'est l'intérêt d'avoir des groupes européens d'une certaine taille un peu constitués qui peuvent se permettre d'avoir un certain nombre d'exigences en termes d'équilibre de relations avec des plateformes pour évidemment... Parce que c'est long de développer un contenu. Je parlais tout à l'heure de cette grosse série pour Apple. On a dû la développer pendant 5-6 ans avant d'arriver enfin au tournage et à la livraison. C'est sûr que si c'est juste pour faire un coup, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on puisse se créer un peu de valeur long terme aussi. On va parler encore un peu plus
tard de vos challenges et de vos difficultés, mais j'aimerais quand même vous poser une question sur une thématique qui est hyper importante aujourd'hui. On parle beaucoup d'environnement, c'est l'enjeu de notre époque. On sait que c'est maintenant qu'il faut agir. Dans quelle mesure vous intégrez cette donne aujourd'hui dans vos productions? Alors, on s'est posé cette question, effectivement, ça fait 2 ans, sur comment nous, on pouvait avoir un impact positif sur ces aspects-là. Alors, du coup, on avait d'abord travaillé pour quantifier, en fait, nos impacts. On ne peut pas se donner des objectifs d'amélioration si on ne sait pas d'où on part. Donc, on a eu tout un travail avec le cabinet Workflowers pour évaluer l'impact carbone de nos productions, mais ça, on est même allé au-delà, on est allé sur nos bâtiments, etc. Et puis la deuxième étape, on l'a franchie, en fait, ça fait quelques mois, en étant un des premiers groupes audiovisuels européens à se doter d'un carbone manager. Alors c'est quoi un carbone manager? C'est quelqu'un qui, en fait, va aller sur les différentes productions pour essayer de travailler sur les différents, améliorer l'impact, soit sur les voyages, soit sur les consommables, que ce soit sur plein d'autres aspects, pour limiter notre impact carbone. Alors c'est quelque chose qu'on avait beaucoup fait sur une grande série qui s'est arrêtée récemment sur service public, qui était Plus belle la vie, et qu'on va décliner maintenant sur l'ensemble de nos autres productions, tout en se servant aussi des meilleures pratiques d'autres pays. On a des sociétés en Scandinavie qui sont très volontaristes sur ces aspects-là. Donc voilà, on va essayer de décliner ça. C'est une obligation morale, c'est une nécessité pour le pays. Et puis de toute façon, l'ensemble de l'écosystème s'y met aussi, parce que ce soit le CNC, que ce soit les plateformes, que ce soit les grands clients, en fait, maintenant aussi sont soucieux de ce genre de choses. On n'a pas le choix. Véronique ? Nous, on n'a pas de carbone manager, mais c'est une idée à retenir de la session. Je pense qu'on est tous sur des trajectoires quand même, avec des recherches d'impact qui sont différentes. Je pense qu'effectivement, les producteurs essayent d'avoir des productions qui sont un peu plus soucieuses de l'environnement. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que Webedia, comme Éléphant, travaille aussi sur d'autres types RSE ou ESG qui ne sont pas seulement l'impact climat ou biodiversité ou carbone, qui sont aussi tous les sujets d'intégration de diversité, qui font aussi partie de tout ce qui est de l'économie d'impact. Donc Éléphant a créé une école de l'écriture pour permettre à des jeunes venant de milieux un peu plus défavorisés d'accéder à tous ces métiers de la prod. Chez Webedia, on a aussi beaucoup de programmes, à la fois green pour éduquer nos collaborateurs, et aussi on travaille beaucoup sur la diversité parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et notamment la place des femmes dans tous ces métiers où elles ne sont pas encore aussi bien représentées que ça. On va passer aux questions du public, mais avant, j'aimerais vous demander à tous les deux quels sont les défis aujourd'hui pour aller encore plus loin. Est-ce que cela passe par un regroupement de certaines entreprises? Quels sont les défis rencontrés aujourd'hui et comment vous aider à aller encore plus loin? Alors moi, je vais peut-être tout de suite rebondir là-dessus parce que c'est très important de garder en tête pour tous les opérateurs qui ont envie d'aller à l'international, quand même que c'est pas si facile. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Là, on est des groupes qui avons l'air d'être établis sur nos positions et à l'aise, mais c'est quand même une conquête qui n'est pas sans problème au fil du temps. Il faut trouver les bons opérateurs, ça coûte quand même des sous. Quand c'est trop loin ou trop de diversification, on n'a pas la maîtrise et après c'est trop tard de corriger le tir. On a vu des groupes récemment qui ont dû fermer des filiales ouvertes trop vite, trop tôt et sans peser le pour et le contre. Donc je crois que c'est quand même un élément à avoir en tête, que la prudence d'exécution. Et une fois qu'on est décidé à y aller, avoir la bonne équipe qui connaît bien son modèle. C'est dur de prendre des gens qui n'ont rien à voir ou on ne s'improvise pas en déploiement de son activité sur des pays remote. C'est très important. Les points de vigilance selon vous? Ce sont les mêmes. C'est-à-dire que on peut pas. Il y a beaucoup de groupes qui se sont construits par l'accumulation d'acquisitions de sociétés dans plein de territoires différents. Et avant de faire ça, en fait, il faut d'abord savoir pourquoi on le fait, et puis aussi être sûr de ses forces. C'est-à-dire que sans culture internationale, déployer un groupe international, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on va se confronter à un clash de culture permanent, des malentendus permanents, des problèmes de gestion permanents. Donc il faut d'abord avoir soi-même cette expérience-là. Après, il faut savoir cerner aussi les zones sur lesquelles on peut vraiment travailler. C'est-à-dire que nous, par exemple, on s'est dit, en fait, on va pas être, il y a plein d'acteurs qui se disent on va être global, on va aller dans tous les pays du monde, on va être aux États-Unis, on va être en Asie, etc. Nous, on s'est dit non, ça, on ne va pas faire. On va être en Europe parce que c'est notre ADN.
Ça fait 30 ans que je suis dans les médias, 15 ans que je fais des trucs à l'international. Il y a des Français qui sont dans les cimetières de Beverly Hills, il y en a plein. Enfin, je ne sais pas s'il y a un cimetière à Beverly Hills, mais ce que je veux dire, c'est que il y a l'attrait du continent américain ou asiatique. C'est très dangereux. Nous, on préfère travailler avec des gens avec lesquels, d'abord, qu'on peut voir dans la journée. C'est aussi bête que ça. Et avec lesquels on partage plein de choses qui font qu'on se comprend plus facilement. Aller plus gros serait dangereux. Donc, nous, on va se compléter sur d'autres territoires, mais finalement, il y a quand même une limite à cette croissance-là qui est quelle valeur ajoutée on apporte en tant que groupe. Parce que si c'est pour additionner plein de choses dans plein de territoires, super, ça fait une super grosse boîte, mais économiquement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Au mieux, on a ce pourquoi on a payé. L'intérêt, c'est qu'on crée de la valeur commune, qu'on cross-fertilise un peu tout ça, en créant des projets communs, en faisant circuler des droits, en complétant production et distribution. Et pour ça, il faut que les gens parlent une langue commune. Quand je dis la langue, ce n'est pas forcément l'anglais, c'est qu'il y a une langue créative, une langue qui ait des affinités. Sinon, ça ne marche pas, on est dans un monde de créatifs. Donc, il faut faire attention à un excès de volontarisme dans la croissance internationale. Merci. On va à présent prendre les questions du public. La parole est à vous. N'hésitez pas. Tu peux me l'ouvrir si tu veux. N'hésitez pas à poser vos questions avant que nous enchaînions avec la prochaine table ronde. Oui, il y a une question sur la droite, 3e rang, numéro 17. Bonjour, une question pour Madame Morali. Webedia, a priori, serait à vendre par Fimalac. Est-ce que c'est une réponse à la difficulté aussi de financer son développement international? Alors, en rien du tout, c'est une réponse à la difficulté. On n'est jamais, alors vraiment prendre une décision de vendre, ce qui est d'ailleurs pour l'instant pas établi, d'ouvrir le capital, trouver des partenaires, c'est une opportunité de voir comment une croissance dans les années futures, un nouveau projet peut s'établir avec des regards différents. Cela dit, c'est en cours. On est en train de regarder quelles opportunités et pourquoi, mais il n'y a pas de difficulté. Nous, c'est la moitié du chiffre d'affaires, c'est plus du tiers. C'est très contributeur, l'international. Hein. On le vit comme une grande opportunité, une diversification, même s'il y a eu des choses qui ont moins été réussies que d'autres, mais comme dans tous les groupes. C'est quand même dans l'ensemble une grande réussite. On est un des rares groupes globaux dans le média digital, en tant que médias digitaux. Donc la réponse, non, elle est très claire. Elle est, on n'ouvrira le capital que s'il y a un vrai intérêt à le faire et avec les bons partenaires. Je vais être triste si j'ai pas de questions. Ah, pardon. Ah, Cathy, elle est là. Okay, du coup, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière spécifiquement française de consommer du contenu? Est-ce qu'il y a des séries, des types de contenu qui fonctionnent plus en France? Ou est-ce que vous voyez ça de manière très globale et que ce qui fonctionne ici peut fonctionner ailleurs? Alors, je ne sens pas de différence considérable, mais on a une particularité quand même en France qui est avoir un des seuls pays qui a vu finalement une coexistence du cinéma et de la fiction. C'est-à-dire que dans la plupart des pays européens ou mondiaux, parce qu'il n'y avait pas de système d'aide en place comme celui en France, il y a eu une migration, on va dire, des talents du cinéma vers celui de la fiction, parce que le marché du cinéma s'appauvrit. Donc nous, on a gardé cette richesse-là, qui est la capacité finalement à aller de la comédie au cinéma d'auteur et sur un peu tous les modes, indépendamment finalement de ce que peut vouloir apporter au public une plateforme ou une chaîne de télé. Donc on a cette richesse de consommation-là. Maintenant, quand ça se retranscrit dans la consommation audiovisuelle classique, pas tant que ça. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les grands succès français voyagent bien. Après, parce que finalement, ça répond à des codes qui sont de narration qui fonctionnent dans d'autres territoires. Je pense quand même qu'il y a des territoires, on va dire, qui se ressemblent en termes de consommation. C'est par exemple le contenu français s'exporte plus naturellement dans les pays latins et en Allemagne. C'est nos territoires de proximité et on retrouve des intérêts. Donc ça se retrouve un peu comme ça, mais pas plus que ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Je laisse le dernier mot à Romain. Non, pas du tout. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir suivi ce panel. À très bientôt. Merci. À très bientôt.
Merci Sinatou, merci Romain, merci Véronique pour votre sens du timing et cette deuxième discussion de l'après-midi.